et bienvenue aux rencontres de la librairie Un Point un Trait, la librairie de Lodève située au 6 bis, boulevard de la Liberté. Ces rencontres permettent de découvrir ou de redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Ce mois-ci, dans la salle d'exposition de la librairie, où a lieu cette rencontre, vous pouvez découvrir les œuvres de l'artiste Ahmed Djelilat. Nous sommes le samedi 23 novembre. C'est un excellent jour pour se jeter à l'eau. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être aux côtés de monsieur Philippe Martin. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un amoureux de la nature, un illustrateur de la nature à la retouche complexe, un peintre numérique, un hyper-nature mature et un éditeur qui met en image des mots compliqués comme bryologie, entomologie, ornithologie, phytosociologie et autres myrécologie, et tout cela en hyper-focus. D'où vient cette hyper-envie de la nature ? Alors, comme le disait ma maman il y a quelques années, donc elle a 94 ans aujourd'hui, et elle était infirmière militaire en Allemagne où je suis né. Et elle me laissait garder par les soldats en armes sur la pelouse de l'hôpital quand j'avais 1 an. Et elle m'a dit il y a quelques années, mais tu regardais sans cesse les fourmis dans l'herbe et tout ça, et ça t'occupait, et comme ça, tu n'étais pas hyperactif comme nos petits aujourd'hui. Et puis après, ça a continué, ma collection de papillons à 7 ans, les fossiles à 10 ans, enfin tout ça. Et très, très tardivement, à 13 ans, quand j'étais à Montpellier, initiation à la botanique, qui est quand même une des mères des sciences, puisqu'il n'y aurait pas beaucoup d'animaux si les plantes n'existaient pas. Et on va voir comme ça que des bactéries aux mammifères, tout a sa place dans l'environnement. Et on va partir comme ça du Lodévois à l'Europe, en faisant un grand écart biologique. Dans l'introduction, d'ailleurs, vous adressez à un observateur de la nature. Est-ce que c'est justement l'observateur de fourmis que vous décrivez, que vous étiez, et à qui vous vous adressez aussi ? Alors, ici, pour ce 17e ouvrage, et à mon avis un des plus fantastiques, les myrmécologues, et non pas mimécologues comme vous disiez tout à l'heure, mais myrmécologue, j'ai écrit. Ramsay Blatrix, qui a déjà édité 2 livres sur les fourmis de France et les fourmis d'Europe, et qui travaille au CNRS à Montpellier. Puisqu'on a des milliers de chercheurs à Montpellier dans les institutions aussi célèbres que l'IRD, le CNRS, le CIRAD, le CEF, le IAM. Vous voyez, Montpellier, c'est une sorte de capitale des sciences de la vie depuis 800 ans l'année prochaine, la première faculté de médecine d'Europe. L'année prochaine, là, en 1220, c'était la première. Et donc, la médecine, c'est la vie, la biologie, donc c'est la science de la vie, puisque bios en grec signifie la vie, bon, voilà. Et on s'aperçoit que bien plus que Toulouse, et je ne fais pas de politique, puisque Airbus et l'aérospatiale, ce n'est pas les sciences de la vie. C'est de la technologie très importante, mais Montpellier doit conserver cette aura de sciences de la vie et de la terre, pardon Michel, puisque bien sûr sans socle minéral, on serait peu de choses aujourd'hui, bien sûr. Votre livre, qui vient de sortir, est un ensemble d'images de bactéries, de champignons, de vers de terre, de mollusques, de fourmis, de reptiles et autres oiseaux. Vous donnez vie à une nature invisible en donnant une image irréelle de la réalité pour la rendre perceptible et surréaliste, pour que l'on puisse voir la vie réelle. C'est quoi votre truc de fou, là ? Alors, vous avez prononcé le mot incroyable de vers de terre, alors que la plupart de mes amis scientifiques ne savent absolument rien sur les vers de terre. Or, savez-vous, chers amis, que la biomasse la plus importante animale du monde, ce sont les vers de terre, qui pèsent 22 fois plus lourd que l'humanité. 7 milliards d'humains pèsent 22 fois moins lourd que l'ensemble des vers de terre, qui ont un grand rapport avec la fertilité des sols, l'agriculture, et aujourd'hui, malheureusement, qu'ils sont en voie de disparition par empoisonnement chimique caractérisé sur toute la planète, eh bien, on assiste à des calamités, des durcissements du sol, des accélérations lors d'inondations, puisque une pauvre dame est morte il y a 15 jours à Cazouldéro, parce que les sols bétonnés par les pesticides de tout le bassin versant de l'Hérault l'ont emporté comme une feuille morte, comme si le sol c'était du béton, comme le Lèze ou le Verdançon à Montpellier,
qui sont absolument mal calibrées, qui ne sont pas entourées de végétation. Et ça rend l'eau beaucoup plus mortelle qu'une eau qui est, comment dire, qui pénètre le sol très rapidement dans les sols fertiles et peuplés de beaucoup de vers de terre. En page 118, il est écrit « En Europe, personne ne meurt d'une morsure d'araignée, Oui. mais que des vaporisateurs foudroyants sont vendus par millions. » Est-ce que c'est votre côté militant aussi Alors ça, c'est le côté militant de la seule arachnologue de France. Alors arachnologue qui étudie les araignées, Quand les je disais qu'il y avait scorpions. plein de mots compliqués. Non, bien sûr, là c'est un des plus simples. Arachné, la déesse grecque, déesse de la patience et du travail bien fait, genre Pénélope, c'est une sorte d'araignée qui attend son mari pendant des années, qui refait sa toile au fur et à mesure qu'on la détruit. Donc c'est un grand mythe qui fait qu'aujourd'hui je passe la moitié de mon temps, dès la maternelle jusqu'à la fac, à décrisper les pauvres enfants à qui on a déjà dit à 4 ans que les araignées c'était méchant, tout ça. Donc Anne Bougnas de la Cour est arachnologue indépendante. C'est-à-dire que c'est rarissime, elle n'est pas dans les laboratoires, tout ça. Elle a 5000 espèces d'araignées dans de l'alcool, tout ça, à motivation d'études, bien sûr. Et elle habite de l'autre côté du Rhône, en Provence. Donc c'est elle qui, page 118, comme vous le faisiez, chers collègues, remarquer il y a peu de temps, qui nous explique tout sur tous ces arthropodes. C'est comme les insectes, c'est ceux qui n'ont pas de squelette interne, mais une carapace externe. Donc, qui forment les 11 groupes d'arachnides, comme les tiques, les acariens, les opilions, les solifuges, les palpigrades et tout ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de nom, à part dans la présentation des scientifiques de ce livre, où on est obligé de dire que le malacologue Vincent Prier, le docteur en malacologie de l'ODEV, de 84 impasse du Castelas, sur la route d'Olmet, qui devrait arriver de Guyane dans quelques instants, donc est un spécialiste, il a fait sa thèse sur les gastéropodes terrestres et les gastéropodes et les lamellibranches d'eau douce, donc les escargots. Combien d'espèces d'escargots en France? Je vous le demande, amis de Radio Lodev, amis du Point Trait, 740 espèces d'escargots. Alors qu'on a le grand spécialiste français ici à quelques encablures, qui ne saurait tarder. Peut-être. Et donc 740, parce qu'en Occitanie, vous savez qu'il y a la caracole, l'escargot, le caracolette, le petit, et caracolas, le gros. Bon. Et puis, il y a d'autres noms vernaculaires. Or, il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai trouvé l'escargot de Bourgogne, le plus consommé en France depuis la nuit des temps, avec du beurre, du persil et de l'ail, il ne faut pas oublier. Et donc, que la station du Kellar n'était pas connue des plus grands spécialistes. Et donc, celui qui est à la page 111, 112, 113, 114, 115, à droite, puisque les pages impaires dans un livre sont toujours situées à droite, je vais vous le faire remarquer, aux amis d'un point à trait, puisque vous êtes des extraordinaires militants depuis Eric jusqu'à nos jeunes amis, là. On parlait des escargots, là. Donc, vous voyez, 740 espèces, ça donne du grain à moudre aux scientifiques, parce que 3 espèces en Occitan, ça ne suffit pas. Comme nos amis viticulteurs ne connaissent que, et je vais en venir aux sciences de la Terre parce que c'est quand même et au musée de l'ODEV grâce aux amis paléontologues, géologues, pédologues. La pédologie, c'est la science des sols. Et c'est l'interaction entre une sorte de poudre minérale et de déchets organiques, les mousses, les lichens, les champignons, les animaux qui meurent, se mélangent à la poudre minérale pour former des argiles, des choses qui sont moitié minérales, moitié organiques, si vous voulez. C'est ça qui constitue les sols. Or, quand nos amis viticulteurs disent « on a soit de l'argilo-calcaire, les vignes, soit du schiste. Entre Cabrières et Saint-Chinian, c'est plutôt des terrains schistes, donc plutôt siliceux, on dit acide aussi des fois, ou calcaire. Bon. Or, il y a à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique à Montpellier, des pédologues
c'est pas une insulte, hein, c'est ceux qui sont experts dans les sols. Et il y a 20 ans, 25 ans, on avait fait un CD-ROM, ça n'existe plus, hein, vous pouvez chercher, c'est obsolète, un CD-ROM qui recensait, et qui se sont arrêtés parce qu'il y en a trop, à 400 sols dans le département de l'Hérault. 400 sols différents. Vous voyez, ça fait un temps plein pour les étudier. Et donc, la chimie des sols, les matières organiques, tout ça qui caractérise la qualité des productions, et notamment viticoles, c'est très important à connaître. Or, je m'aperçois que les étudiants en master d'écologie à Clermont-Ferrand, comme on voyait à la fête de la science à Montpellier il y a 3-4 semaines, ne font plus de pédologie à l'INRA. Mais je suis mort de honte pour les organisateurs. C'est-à-dire que si on ne connaît pas un sol, on ne peut pas faire ni de jardin, ni d'agriculture, ni rien du tout sur la planète, parce que ça aussi, c'est des sols vivants. Comme le dit Marcel Boucher, 82 ans, le plus grand spécialiste mondial des vers de terre, montpelliérain, hein, qui habite 92 rue quelque chose à la Chamberte, et qui pour la première fois, alors qu'il fait quand même des livres dans le monde entier sur les vers de terre, la fertilité des sols, là il était encore en congrès en Indonésie le mois dernier, et qui fait l'honneur au grand public, parce que c'est nous, hein, nous on n'y connaît rien en rien, de nous donner 6 caractères sur les vers de terre. J'aimerais bien en connaître aussi peu que vous, là, entre les vers de terre et les escargots. Il va tout vous expliquer, page 108, je crois. Pour revenir au livre, puisque c'est quand même intéressant aussi de voir en-delà de ce qu'il y a autour, il y a des photos de qualité assez impressionnante. Et vous allez nous expliquer un petit peu le truc, même s'il est révélé, page 218, j'ai révisé quelques pages au hasard comme ça. Parce que pour prendre ces photos, moi je suis sidéré. La dernière fois que j'ai demandé à une sauterelle, ou alors un phanéroptère, je ne sais plus. Méridional, oui. Méridional, de Saint-Privat. De rester en place. Eh ben, c'est mon chat qui a apprécié. Sérieusement, comment dressez-vous les sujets, ou peut-être des mannequins, pour réaliser vos photos? Alors, petit 1, il ne s'agit pas de photos, autrement je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Hein. On a des milliards de photographes sur la planète maintenant grâce aux smartphones et aux portables, et tous équipés d'appareils photo d'excellente qualité au demeurant. Il s'agit de scanner les animaux et les plantes et les cailloux, hein, et les objets, hein, comme au musée de l'Odève où on m'a confié à peu près le scannage de toutes les collections. C'est une illusion de relief, une illusion de 3 dimensions. Vous savez, c'est à la mode, sauf que la 3e dimension aujourd'hui, on est encore au stade virtuel. Hein, les dessins animés, les jeux vidéo des enfants, tout ça. Alors que là, c'est comment coucher sur le papier des images en fausse 3D qui donnent une illusion de relief. Donc je n'ai pas le droit de faire un concours photo depuis 10 ans. Donc je gagne des concours d'images numériques recomposées sur ordinateur, parce qu'au départ, je suis peintre naturaliste depuis l'âge de 20 ans, et mes livres classiques, si vous voulez, chez Delachaux-Niestlé, tout ça, c'est des planches d'aquarelle réalistes, et c'est la technique bien connue, non seulement depuis la Renaissance, mais depuis la grotte Chauvet, du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, même les Anglais disent trompe-l'œil, hein, parce que c'est un terme universel, c'est faire croire aux gens sur une surface plane qu'il y a un relief. Alors qu'au Moyen-Âge, ce n'était pas encore trop le cas, hein, la perspective n'était pas terrible. Et donc, c'est les artistes de la Renaissance qui ont fait ressortir la science des perspectives et aussi à la peinture. Et c'est une sorte aussi de sculpture, puisque la 3e dimension met en œuvre et la peinture, le dessin et la sculpture, les 3 arts majeurs, 3 des arts majeurs. Et le procédé Hyperfocus, inventé en juillet 2008 à Saint-Privat, donc Claude Desvoy et Larzac, s'enorgueillit 11 ans plus tard d'être toujours unique au monde. C'est pour ça que nos amis chinois ne savent toujours pas le faire, ni américains. Et ça fait la joie de ma petite retraite de professeur de sciences naturelles indépendant, de voir qu'il y a des éditions en Chine et aux États-Unis qui s'intéressent à notre Claude Desvoy Larzac. D'autant plus que la plupart des images, et ça c'est très important, j'espère que vous alliez me poser la question. Je la pose. C'est que le Claude Desvoy Larzac peut s'enorgueillir de plusieurs climats.
et de plusieurs altitudes qui font que le Larzac, où ne vivent pas ni les oliviers ni les vignes, donc est plutôt d'influence continentale et légèrement atlantique. Parce que la France est un pays béni des dieux, hein, de plein de climats différents. Et le seul qui nous manque, c'est l'extrême montagnard, hein, qu'on peut voir plutôt au Montégoal, hein, à 1500 et quelques mètres. Alors que nous, le roc blanc à la Séranne, c'est 900 mètres, tout ça, la RAC. Mais il n'empêche, c'est pas méditerranéen. Pour ça qu'il y a quelques années, on a appelé l'Odève les portes de la Méditerranée. Donc on a plein de climats, mais surtout, et on revient aux sciences de la Terre, ici, le cœur d'Hérault de Pézenas au Larzac, c'est la région en Europe la plus diverse en matériaux géologiques de nature, de couleurs, de chimie différentes. Et qui dit les roches rouges dans le bassin permien du Lodévois, les Dolomies à Mourez et sur le Larzac, les schistes, le charbon, le pétrole au Bosque, le pétrole à Usclas du Bosque, il fallait pas le dire. On va venir forer. Hein. Et toutes ces dizaines de roches de nature chimique différente constituent des sols de nature chimique différente et donc des végétations absolument différentes, puisqu'on ne va pas trouver les bruyères sur du calcaire, on ne va pas trouver le genêt scorpion sur les zones siliceuses et acides. Et donc, au plan de la biodiversité, qui est la conjonction de toutes ces roches qui accueillent, hein, la vie, hein, puisque les plantes et les animaux, c'est plutôt la vie, les champignons, les bactéries, tout ça. Et donc, on pourrait dire que le Lodévois-Larzac plus le Clermontais, hein, je ne suis pas raciste parce que j'ai quand même habité 28 ans au Clermont-Lérault, et le Gignacois, si vous voulez, Bédarieux, tout ça, Pézenas, on est champion d'Europe en carte géologique de multicolore. C'est-à-dire, si vous achetez à un point un trait la carte géologique du centre de l'Hérault, hein, 35 €, je pense, hors taxe, vous pourrez voir qu'elle est multicolore, alors que le bassin parisien ou les Landes, hein, qui sont désespérément homogènes et de nature très récente, hein, des alluvions très, très récentes, hein, de l'ère quaternaire, à peine tertiaire, tu vois, juste, voilà. C'est tout vert clair, comme la vallée de l'Hérault autour de Pézenas. C'est pas terrible, hein, les géologues, ils aiment pas. Et ici, on a la chance, l'Odève est au pied du Larzac, d'être au l'Escandorgue aussi, de nature volcanique. Puis après Cabrières, on a la montagne noire avec des roches encore différentes, des schistes, tout ça. Et ça, c'est pour ça que mes amis naturalistes qui ne jurent que par la faune et la flore, hein, le vivant, ignore tout des sciences de la Terre, alors que c'est le b.a.-ba. On devrait commencer par ça, par connaître la géologie et les sols, avant de pouvoir parler de botanique et de zoologie. D'ailleurs, pour revenir sur le livre, parlez-nous un petit peu de tous ces contributeurs scientifiques qui viennent compléter ou donner des informations au fil des pages du dernier livre, Europa. Alors, on est 28. Europe, pas Europa. On est 28 et malheureusement, il n'y a que 4 femmes, hein, puisque ce monde était un peu machiste encore ces quelques dernières décennies. Là, ça commence à bouger. Et au-delà de Suzanne Amig, qui nous présente donc en tant qu'ancien professeur de grec ancien, les origines de la science. Donc Aristote et Théophraste, qu'elle a étudié à fond, puisqu'elle est la seule traductrice des 10 volumes du père de la botanique, il y a 2400 ans, un élève d'Aristote nommé Théophraste, qui rompent avec ce qu'on appelle les spéculations intellectuelles, qui sont les dogmes. C'est comme si c'est pas autrement. La Terre est plate, elle a 4000 ans, fait pas ci, fait pas ça, vous voyez. Et ça, c'est le contraire d'un raisonnement scientifique. Et donc, c'est les premiers à aller sur le terrain, parce que ce n'est pas derrière un ordinateur ni à la fac qu'on apprend la nature. Hein. En général, c'est dans la nature. De vérifier toutes leurs observations et de les transcrire, puisqu'il y a 2400 ans, l'écriture était déjà bien avancée, à part Socrate qui, paraît-il, n'écrivait pas. Bon. Alors, ça, c'est une dame. Elle est lodévoise et elle est championne du monde. Elle est connue dans le monde entier. Et voilà, donc 1 sur 28. Ah bah on est encore là à 3 heures. Hein. Ouais. Alors, on va faire chronologique. C'est le premier livre, à mon sens, où intervient
dès l'introduction, juste après l'introduction, une géopoliticienne qui s'appelle Virginie Resson-Victor, femme de Jean-Christophe Victor, fils de Paul-Émile Victor, et qui est décédé il y a 3 ans, et qui sont tous les deux les co-réalisateurs de la plus importante émission européenne de géopolitique, le Dessous des cartes sur Arte. Attention, on ne rigole pas, pendant 26 ans, c'était la seule émission qui expliquait pourquoi les guerres, pourquoi le commerce, pourquoi le néolibéralisme, pourquoi le communisme, pourquoi tout ça. Or, si on vous dit depuis 1 an ou 2, « Ah, il n'y a plus d'insectes, oh, il n'y a plus d'oiseaux, oh, que fait la police et tout », ben, c'est parce que c'est la géopolitique, c'est-à-dire la politique de l'humanité, de ceux qui gouvernent, qui ont, pendant 5000 ans, mais en s'accélérant de plus en plus depuis 200 ans, depuis la révolution industrielle au milieu des années du 19e siècle, puis depuis 60 ans avec l'épandage massif de toxines sur toute la planète, hein, là, sans distinction. Et donc, c'est des décisions de l'aménagement du territoire et donc de la géopolitique, de l'art d'aménager le territoire ou de faire ceci, cela en médecine, en agriculture, en conflits internationaux, en affaires étrangères. Sans la connaissance de la géopolitique, on ne peut pas savoir pourquoi les insectes disparaissent ou pourquoi les plantes disparaissent ou pourquoi, vous voyez. Donc c'est elle qui, dès le départ, dit voilà, qu'est-ce que l'Europe ? C'est pas politique, c'est pas des frontières politiques l'Europe, c'est une biorégion, hein, comme on a des biorégions partout sur la planète, qui de manière naturelle, et c'est marrant parce qu'elle cite Charles de Gaulle qui après la guerre, l'Europe, c'est entre l'Atlantique, donc pour nous le Portugal si vous voulez, et l'Oural qui coupe la Russie en deux nord-sud, la chaîne de montagnes, qui crée une sorte... à l'intérieur du paléarctique occidental, c'est-à-dire là, c'est un quart de planète hein, qui va jusqu'à la Mauritanie, le Sahara, tout ça, et qui a une cohérence biologique. Et pour tous mes amis scientifiques, donc j'ai des amis ornithologues, là, Pierre-André Crochet, tout ça, ils vont jusqu'à l'Oural pour étudier notre zone qui est la vraie Europe. Donc vous voyez, Charles de Gaulle, il parlait de l'Europe des peuples, hein. Nos amis scientifiques, tout ça, et notre Europe sans la Suisse, bientôt sans l'Angleterre, tout ça, ça n'a aucun intérêt au plan scientifique. Alors bien sûr, il existe des frontières naturelles, comme les Pyrénées, si vous voulez, comme les Alpes ou des grands fleuves et tout ça, mais ou les îles, parce que la Corse, c'est le mieux pour nous. Hein, en métropole, on compte la Corse par rapport au Tom-Dom. C'est des univers où il y a une biodiversité, et je parle de dizaines et de dizaines de milliers d'espèces. Hein. En France, il y a 100 000 espèces visibles, hein, vivantes. 100 000, hein. Tous les oiseaux de France, ça représente que 0,3% de la biodiversité française. Et je ne vous parle pas des microbes, hein, parce que si on attaque les bactéries, tout ça, le plancton, enfin voilà. Donc, vous voyez, c'est une nébuleuse qu'il faut, dès la maternelle, apprendre, parce qu'on ne commence pas à apprendre la vie ni à penser à 18 ans en faisant de la philo, hein, parce que c'est trop tard déjà, si on n'a pas... avec papa, maman, à la ruche, à la crèche et à la maternelle, appris la réalité physique et tout ça, eh ben, on est comme les créationnistes qui pensent que les fossiles n'existent pas, que tout ça, quoi. C'est un peu gênant. Bon, il en restait encore 26 des scientifiques, mais... Il y avait des questions. Ouais. Émerveillé par vos images, apprendre avec les scientifiques, vos livres ont-ils tout simplement une vocation pédagogique aussi, de transmission de savoir? Alors, pédagogie. Hein, la pédagogie... Polanski n'a rien à voir avec ça. Hein. Non, pas du tout. L'art de la répétition. Par exemple, si vous n'avez rien compris au bout de ces quelques minutes, je serai obligé de répéter. Mais je vois qu'il y a des redoublants parce que vous venez souvent à la sortie botanique du 8 mai et du 11 novembre à Saint-Privat, gratuite, hein, bien sûr, pour tout public. Les pieds dans le pétrole, toujours. La pédagogie, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai jamais voulu, par exemple, entrer à l'éducation nationale.
Parce que dès mon plus jeune âge, donc dès que je suis rentré à l'école, je me suis aperçu qu'il y avait des cours qui m'intéressaient, l'anglais, les sciences naturelles, tout ça, parce que j'étais meilleur que le prof à 10 ans, 11 ans. Hein. Alors il m'envoyait dans le couloir parce que je faisais toujours des réflexions du style comme ça, mais à un faible niveau. Et comme je connaissais tous les papillons, les insectes de France ou presque, et puis que le pauvre prof de sciences nat, il ne peut pas tout connaître, alors je l'embêtais, j'étais un peu narquois. Et donc, la pédagogie, c'est, à 17 ans, ben, je me dis, avec des jeunes ados montpelliérains un peu, c'est le ministère de la Justice qui m'envoyait en stage, en colonie de vacances dans les Pyrénées. Et là, j'attrapais les vipères pour leur montrer, faire de l'éducation à l'environnement. Donc après, je suis officier dans l'armée française, je deviens plongeur opérationnel du ministère de l'Intérieur pour gagner ma croûte, hein, prof de natation sportive, des trucs comme ça. Et pendant 17 ans, mais à Clermont-Lérault, donc d'abord, de la maternelle jusqu'à la fac à Montpellier, il m'a semblé, comme tout enseignant, tout pédagogue depuis des milliers d'années, que la transmission du savoir... Hein, ça ne sert à rien de lire tous les bouquins et de se le garder que pour soi dans sa chambre ou dans sa bibliothèque et puis de ne pas faire transpirer dans son village, dans son canton, dans son département, sa région et le millefeuille bien connu, bien de chez nous. Plus le pays cœur d'héros, hein, le millefeuille, on sait y faire les Français. Bon, donc la pédagogie, c'est fondamental. Et les médias, donc avec notre ami de Radio Lodev, et la littérature, et même plus que ça avec le livre papier, qui est en train de mourir. Comme la musique est morte pratiquement il y a 20 ans, puisque maintenant, être musicien, c'est soit en vendre des millions d'albums parce qu'on passe à la télé, soit en vendre zéro, ben le livre, hein, puisque ce livre Hypernature Océan, le 18 mars 2019, à la Bibliothèque nationale de France, a gagné le Grand Prix du livre scientifique responsable d'écologie responsable. Or, c'est un prix remis tous les ans, un peu comme la Nuit des Césars, par tous les imprimeurs et les éditeurs de France, les gros cubes. Eh bien, juste avant les petits fours, tout ça, parce que c'est Paris, hein, c'est un peu bobo, tous ils pleuraient, quoi. Ils disaient, le papier augmente, les gens lisent de moins en moins, la presse régionale, ouf, on licencie, hein, Midi Libre, à la Dépêche du Midi, partout. Les photographes, les machins, l'antenne de l'Odev a fermé, hein, puisqu'il y avait Monique Rénal à l'époque. Bon, plus d'antenne locale, c'est les Parisiens qui font les éditoriaux, tout ça. Et tout ce qui est presse-papier, papier, même si le dernier Astérix va bien marcher, hein, je l'ai acheté pour des cousins, tout ça, bon, ça n'empêche pas que globalement, hein, quand je faisais des livres il y a 25 ans, on tirait à 7000 exemplaires, jusqu'à celui-là, je tirais à 3000 exemplaires, et là, j'étais obligé de tirer à 2000 exemplaires parce que les gens n'ont plus de sous. Mais ce n'est pas une histoire de sous, c'est que normalement, si je pouvais les donner, je le ferais. Mais que c'est un monde, hein, l'édition, et merci aux jeunes de prendre le relais d'un point trait, parce que c'est un sacré sacerdoce de diffuser le langage papier, parce que c'est le jour où il y a un bug électronique, Wikipédia, il fermera sa bouche, et puis on ne pourra jamais avoir... Moi, depuis l'âge de 10 ans, j'achète des livres toujours techniques, hein, pas des romans, tout ça. Les derniers que j'ai lus, ça devait être Germinal en 3e. Il y a non, mais ça, moi qui étais de parents militaires et pas franchement gauchistes, ça m'a quand même rapproché du peuple. Et puis quand j'étais officier dans l'armée française avec 42 hommes à commander à 19 ans, j'avais que des ouvriers et des paysans. Hein, des fils de alors que les fils de Toubib de Montpellier, ils étaient réformés parce qu'ils connaissaient le député. Donc vous voyez, c'est pas que je suis ni gauchiste ni extrême droite, tout ça, mais j'ai bien vu comment ça marchait, hein, les frustrations qui nous arrivent aujourd'hui, voilà. Alors pour revenir entre Germinal et aujourd'hui, je crois qu'il y a eu quelques ouvrages depuis, mais pour répondre peut-être à la problématique des maisons d'édition, vous avez créé la vôtre, Matoral. Oui. Alors ça, c'est une drôle d'aventure, ça. Non, mais c'est génial. Donc j'appuie juste sur un bouton et c'est parti. C'est fabuleux. Par exemple, donc j'arrive avec mon sac à dos et ma 103 Peugeot à Clermont. J'ai 20 ans à la mairie.
Et alors là, ça ferait plaisir au président Macron, parce qu'en un quart d'heure, je trouve un boulot. Maître nageur sauveteur au Salagou, hein, en avril 75. Il y en a qui n'étaient pas nés, non, vous êtes tous vieux là. Bon. Alors, en avril 75. Et là, c'est le groupe archéologique, si vous voulez, le GREC, le groupe de recherche et d'études du Clermontais, hein, professeur de lettres classiques, Jacques Belot, au lycée, au collège de Clermont, qui me force, alors que moi je suis un amoureux de la nature, mais je ne sais même pas pourquoi encore, bon, qui me force à écrire des dizaines d'articles sur les fougères du centre Hérault, les orchidées du centre Hérault, les insectes du centre Hérault, les sauterelles du centre Hérault, tout, la biodiversité. Et au bout de 50 articles, 10 ans plus tard, donc en 85, j'édite mon premier livre qui s'appelle La faune et la flore du centre de l'Hérault, de Pézenas au Larzac. Bon, tout premier livre, à compte d'auteur, grâce à Midi Libre, parce qu'à l'époque, on faisait des souscriptions. Et du jour au lendemain, c'était un journaliste de Midi Libre, on faisait déjà des articles sur le Salagou, hein, 50 ans cette année, vous êtes au courant, bon, ça va. Qui me dit, mais t'es couillon, moi je voulais juste faire des photocopies pour les écoles de Clermont-Lérault, avec mes dessins à langue de Chine, un peu comme La Hulotte, vous savez, le magnifique magazine qu'on lit dans les terriers. Eh ben, il me dit, mais attends, on va te faire une pleine page dans Midi Libre. À l'époque, ça coûtait 6 000 francs, une page de pub dans Midi Libre. Là, en noir et blanc, j'ai reçu des centaines et des centaines de chèques, 19 rue Frégère, où j'habitais à Clermont-Lérault, et j'ai pu éditer à l'ODEV, enfin à Soubès, hein, on n'est pas raciste, à l'imprimerie des Beaux-Arts, chez monsieur et madame Van Catem, à l'époque, mon tout premier livre. Et le deuxième, les plus beaux paysages autour du Salagou, tout ça. Et puis, tout ça à compte d'auteur, parce qu'il fallait trouver des éditeurs. Aujourd'hui, les éditeurs, il y en a des dizaines de milliers en France. Mais on meurt. Alors pourquoi maintenant je fais mes livres? Parce que depuis 27 ans, donc, j'ai signé chez Delachaux et Niestlé pour faire le guide du naturaliste dans le Midi de la France, 30 ans après le professeur Hervé Aran, professeur de médecine d'Hervé Aran, qui est, à titre posthume, qui fait la préface de ce livre. Parce que quand j'ai 28 ans, je viens lui montrer mes dessins, mon idée de faire un petit ouvrage. Et à 2 ans de mourir, alors que c'est un immense, c'est lui le premier qui a fait un guide naturaliste d'une biorégion française en 1964, aux éditions Delachaux-Niestlé. Et 30 ans plus tard, Delachaux-Niestlé, qui trouve ce petit livre à Genève, me téléphone, me dit « Monsieur, est-ce que vous pourriez remplacer la Bible quand j'ai 14 ans, c'est les 2 tomes du guide naturaliste dans le Midi de la France, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Il n'y avait que ça chez Soramps à l'époque. Et donc, voulez-vous prendre la relève? J'étais vert de trouille et tout. Et ça m'a coûté 4 ans de ma vie pour faire ce guide qui est toujours d'actualité, avec des planches d'aquarelle en trompe-l'œil. Hein, vous avez suivi depuis tout à l'heure, en trompe-l'œil. Et donc, depuis, il y a d'autres éditeurs qui se sont occupés de moi, mais étant retraité depuis 5 ans, maintenant, je me suis aperçu que toucher sans publicité, sans subvention, ni publique, ni privée, que je refuse parce que après on est un peu... on se dit, tiens, bah, Nicolas Hulot, on lui a reproché d'être chez Ron Poulenc avec Ushuaïa, et ça a pourri sa carrière, alors que c'était le seul à inviter des scientifiques pendant plus de 20 ans, et tout ça. Donc, toucher 8% du hors-taxe pour un auteur, hein, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Beaucoup moins pour les bandes dessinées, la poésie, bah, ce n'est même pas la peine d'y penser, il n'y en a plus. On a un petit rayon. C'est pas grand-chose, 8% du hors-taxe, c'est moins que 8% du TTC. Hein, bon. Alors, en devenant aujourd'hui éditeur, puisque la microscopique association d'éducation à l'environnement et au patrimoine rural Matoral, sise à Saint-Privat, est déjà éditrice de 5 ouvrages. Salagou Mourez, hein, le gros machin, vendu quand même que dans le département de l'Hérault à 10 500 exemplaires. Et donc, les bénéfices que n'a pas le droit de faire l'association sont automatiquement, directement investis pour faire le petit livre pour les enfants là, de 0 à 7 ans sur la biodiversité du monde, Hypernature Océan, et puis les ventes des créent ça. Donc, il vaut mieux toucher 100% du TTC que 8% du hors-taxe. Je ne sais pas s'il y a des commerçants parmi vous, mais... et voilà. Et aussi, s'associer
Alors bien sûr, comme moi-même, je ne me paye pas de droits d'auteur en tant qu'éditeur, parce que voilà. Mais le fait, depuis le tout début... Ah ben voilà le bouquin. Là, il y a déjà 40 scientifiques, et on est en 92, quand je signe le contrat avec Delachaux et Niestlé, hein, la nature méditerranéenne en France, de Perpignan, Valence, Corse, Menton. Et comme vous pouvez le voir, c'est du trompe-l'œil, enfin, c'est plus ou moins réaliste par rapport à une photo, tout ça. Donc c'est parce que le dessin, la peinture sont mes premières préoccupations d'enseignant de l'écologie scientifique, mais on ne disait pas comme ça, on disait sciences naturelles, ça allait très bien. Mais sciences de la vie et de la terre, je ne suis pas contre. Parce que SVT, je suis contre parce que c'est du chinois, mais sciences de la vie et de la terre, on devrait dire sciences de la terre et de la vie, parce qu'il vaut mieux commencer par le commencement, c'est-à-dire l'astronomie, et puis la géologie va être normale dans sa compréhension de l'évolution des choses. Et donc, le seul qui m'ait jamais fait de crasse, parce que aussi mes livres sont vendus à l'étranger, comme je vous le disais, mais en anglais, hein, parce que le français a perdu beaucoup de sa superbe au cours des dernières décennies sur la planète. Bah, je suis désolé, c'est comme ça. Maintenant, au Vietnam, tout le monde parle anglais, hein, et plus personne parle français. Et oui, parce que j'ai été conçu au Vietnam en 53, avant Dien Bien Phu, et après, bon, il fallait un peu partir, c'était pressé. Des questions? Alors on va en profiter. Dans votre maison d'édition, vous éditez aussi des poèmes. Vous disiez que ça disparaissait, mais la preuve que non, forcément. Ah oui, alors ça c'est tout un poème, cher ami. Il se trouve que, étant marié depuis l'âge seulement, pour la première fois de ma vie, à 50 ans, à Saint-Privat, avec une Allemande, une Bavaroise de surcroît, et une Franken. Qu'est-ce qu'une Franken? C'est une descendante des Francs, Clovis, tout ça, hein, qui peuplait une région autrefois et qui s'appelle toujours la Franquie, ou la Neurie, la Neurie, hein, pour les historiens. C'est la nouvelle celte, la nouvelle Franquie, puisque Charlemagne n'était pas français, franchement, hein, même si on l'apprend à l'école, Clovis non plus, même si ça a été le premier roi de France. Et la Franquie, donc ma belle-mère, c'est toute sa famille, les anciens, parlent encore, les vieux, dans le nord de la Bavière, le franc. Il n'y a aucun Français qui sait ça, ou très peu, hein, ou ceux qui lisent les livres d'histoire modernes, hein, parce que les histoires au lycée Joffre en 70, c'était Jeanne d'Arc, Saint-Louis, tout ça, c'était n'importe quoi. Hein, bon, et maintenant, bah, heureusement, même l'histoire fait des progrès, il n'y a pas que les sciences nat. Et donc, mon épouse bavaroise, son père journaliste, écrivain, tout ça, amoureux de Rainer Maria Rilke, dont on dit qu'il était encore plus sensible qu'Arthur Rimbaud, la classe quand même, au niveau international, chanté par Aragon, Ferret, Bernard Lavilliers, tout ça. Est-ce ainsi que les hommes... Voilà. Rainer Maria Rilke, c'est un peu le totem de mon épouse, hein, Margita Zimmermann, hein, qui prouve qu'elle n'est pas de chez nous. Et donc, elle a Matoral, en plus de tous les livres de Sciences Nat, tout ça, a édité il y a 2 ans tous les poèmes en français de Rainer Maria Rilke. Pourquoi? Parce que sa maman, comme il est né en Tchécoslovaquie à l'époque, était hyper francophile. Lui, plus tard, est devenu secrétaire de Rodin, un type moins connu que Paul Dardet, mais quand même impressionnant. Non, mais ils se sont connus, tout ça. Ils ont pensé aussi... Moi, personnellement, mais on en parlera un autre jour, hein, mais Paul Dardet, pour moi, c'est énorme, quoi. C'est le plus beau monument aux morts du monde. Et quelqu'un qui a fait plein de fois le tour du monde comme moi, qui a fait tous les cimetières, sauf en Islande où je ne suis pas allé, je peux vous dire que c'est le plus sensible, le plus parfait, le plus émouvant, le plus féministe, et bien avant MeToo, hein, que ça, c'est un chef-d'œuvre, hein, votre monument aux morts, bravo. Hein. On en était où? Ouais. Alors, Rainer Maria Rilke, pourquoi il s'appelle Rainer alors que sa maman l'avait appelé René? Eh bien, quand ils émigrent en Allemagne, d'abord, hein, très longtemps avant Hitler, bien sûr, hein,
Eh ben, on lui dit, mais René, ça fait Tarlouse, c'est pour les filles, il faut que tu t'appelles Rainer. Donc c'est pour ça que maintenant on l'appelle Rainer. Et heureusement, avant Hitler et 33, parce que en tant que poète sensible, hein, parce qu'il vaut mieux être les deux, hein, plutôt que... eh ben, ils se sont barrés en Suisse bien avant 33. Et il est mort en Suisse où aujourd'hui encore existe comme le Goethe-Institut, des instituts de Rainer Maria Rilke. Et quand les amis allemands ou profs d'allemand ou élèves de la fac d'allemand voient que je présente le petit livre, super classe, hein, on l'a presque, avec des enluminures médiévales et tout, petit cordon doré, machin sur la tranche et tout, nombre d'or, hein, la couverture, 1,6, quelque chose. Bon. Eh ben, ça fait complètement bizarroïde. Or, la première phrase du livre Salagou Mourez, que tout le monde a, mais que personne n'a lu, bien sûr, puisque ça fait toujours bien d'avoir des bouquins dans sa bibliothèque pour jouer les érudits lodévois, là. Non, je rigole. Je ne suis pas si méchant que j'en ai l'air. Alors, vous voyez, là, bon, il n'y a rien, c'est Mourez. Et là, oh! Ah, c'est vous qui m'avez branché poésie, hein, il ne fallait pas. Ouais. Bon, ce sera la dernière fois. Bon. Alors, Rainer Maria Rilke, en 1895, fonde une petite revue littéraire qui s'appelle La Chicorée. La Chicorée, le chicon en ch'timi, hein, mais chez Troninske chez Staffer, c'est l'endive. Bon. Vous donnez vos œuvres dans des éditions bon marché. Par cela, vous facilitez l'achat aux riches, ceux qui peuvent acheter des livres, vous. Les pauvres, n'aidez-vous pas. Aux pauvres, tout est trop cher. En gros, si vous donnez 10 sous, c'est après, à un pauvre, va-t-il acheter du pain ou un livre? Du pain. Il va acheter du pain, de la fougasse, le truc qui se mange, voilà. Donc, pour Rainer Maria Rilke, à la fin du 19e siècle, le livre doit être gratuit. Je suis désolé. Hein. Cela dit, vous avez entendu à la fin. Oui, et a fortiori la poésie, qui est la première science du monde depuis 300 000 ans qu'existe notre espèce Homo sapiens sapiens, parce que nos amis anthropologues physiques ont trouvé dans le nord du Maroc un squelette qui nous ressemble sapiens sapiens. Donc on n'a pas bougé depuis. On a grandi, on a rapetissé selon qu'on travaille sur ordinateur ou à la grotte Chauvet où on fait 1,80 m de taille, mais on faisait 40 km de course à pied par jour il y a 40 000 ans. Bon, on était vachement plus costaud qu'aujourd'hui, quoi. Puis on avait une force vitale, 5 sens bien développés. Et aujourd'hui, on régresse, on voit moins bien, on entend moins bien et tout ça à cause de la musique techno, tout ça. Et il y a moins de mammouths à chasser. C'est Didier, je le connais. Alors, voilà, on a parlé un peu de poésie, hein, on digresse, mais la poésie, donc c'est Francis Allais, page 2, qui dit au sommaire, « La science seule ne peut plus rien pour sauver la planète. La preuve, c'est que 2400 ans de science n'ont pas abouti à sauver la planète, qui envoie un peu de problématiques diverses et variées qui font que ça craint beaucoup, comme disent les jeunes aujourd'hui. Hein » Ouais, ça craint un peu. Donc, je ne sais plus où ce que je disais. Donc, page 2, Francis Allais dit, comme il le disait dans la préface qu'il a fait pour Hypernature tropicale en 2013, « La science aujourd'hui, bien que nécessaire, ne suffit pas. Seule la contemplation et la poésie et l'esthétique et le soin qu'on prend à une bonne iconographie, ce que me disait Gaston Combarnous à Clermont-Lérault en 77, « Petit, si un jour tu fais des livres, soigne ton illustration. » A fortiori aujourd'hui, parce qu'au XIXe siècle, tous les intellectuels, les étudiants dans les lycées jésuites ou autres, c'était que des bouquins noirs et blancs, très peu illustrés. Aujourd'hui, les gamins, vous leur enlevez les images, ils ne savent ni plus parler, ni plus rien de tout ça. Vous voyez, l'image est devenue reine, et donc c'est pour ça que depuis l'âge de 15 ans, le dessin, tout ça, jusqu'aux hyperfocus, qu'on n'est plus que deux, avec Cédric Rajadel de Millau, mon meilleur étudiant en hyperfocus depuis 7 ans, hein, et qui est co-réalisateur d'une quarantaine d'images que j'ai mis.
Ils ont fait un super, pleine page de Midi Libre à Millau sur le bouquin, alors qu'il n'est pas encore sorti pratiquement. Des questions? Eh ben, on va en profiter avant de conclure, si vous avez quelques questions à poser à Philippe Martin. Mais petites parce qu'il fait des réponses longues, donc c'est agréable aussi. Il faut en profiter. Il avait encore 12 questions, ouais, le pauvre Stéphane. Ouais. Une, deux, pas forcé. Ah non, mais l'air blanc, ils n'en peuvent plus déjà. Ils ont été forcés de venir. D'où est-ce que vous tenez ce talent extraordinaire de conférencier? Alors, moi, je suis plutôt socratique qu'écrivain, vous voyez. Ça m'a toujours embêté parce que donc, les archéologues de Clermont m'ont forcé à écrire. Et j'ai toujours eu la page blanche au niveau de l'écriture. Et j'ai toujours eu une dominante image. Donc, sur le terrain, où il n'y a pas de littérature, puisqu'on montre de la maternelle au 3e âge. Et alors, pour répondre à votre question, parce que là, je commençais à digresser sérieux, je donne ma première conférence, j'ai 20 ans, le 12 juillet 75, au camping du lac du Salagou à Clermont-Lérault, avec un écran que j'avais cousu en drap sur du bambou. Voilà, 300 personnes qui payaient chacune 50 centimes de francs, c'est-à-dire 8 centimes d'euros actuels. Et avec les 150 francs que j'ai gagnés, j'ai acheté 3 pellicules K25 Kodachrome, la meilleure pellicule du monde de diapositive à l'époque. T'as connu peut-être? Génial, le K25. Et donc, vous voyez, je dis donc parce que, comme me faisait remarquer ma vieille maman qui était jeune à l'époque, et tous les gens, je me balançais comme ça et je disais donc, un peu comme les petits disent en fait, 3 fois, on se demande ce qu'ils se mettent dans le nez quand ils disent tout ça. Ils sont en fait, oui. Et donc l'oralité, ça fait 300 000 ans que Sapiens y discute. Par contre, ça fait que 5-6 000 ans qu'il écrit. Et quand j'engueule mes amis préhistoriens, parce que au grec, on a formé, moi le premier, enfin je veux dire premier formé, Dominique Garcia est aujourd'hui le président de l'archéologie française, petit-fils d'émigrés espagnols habitant au château à Clermont-Lérault. À 12 ans, il fait ses premières fouilles à Cabrières, à Perrette, avec le grec. Tout bénévole, tout associatif. Les associations, il n'y a pas de GAL à l'ODEV depuis 63 ans, il n'y a pas de musée de l'ODEV. Voilà, parce que toutes les collections, c'est des associations qui les ont accumulées, ou des généreux donateurs, ou des particuliers, ou des professeurs comme ça, qui militent pour que, comme je l'explique, page 196, la création des écologistes de Leuzière en 1974 à Montpellier. Je ne suis pas le seul à avoir des notes. C'est des profs de botanique de la fac, Joël Mathès, qui est mort cette année, Benoît Garonne, qui font sortir le savoir de l'université, comme sous Philippe Auguste, le Collège de France, comme à différentes époques. Bon, il y a eu beaucoup de répression parce que, justement, il faut bien le dire, les religions, quelles qu'elles soient sur la planète, imposent des dogmes, c'est-à-dire le contraire de la science. C'est l'anti-pensée, le dogme. Tu fais comme ça, c'est comme ça, et voilà. Et les femmes en sont les premières victimes depuis 5000 ans à peu près. Et puis c'est loin d'être fini malgré les Parisiennes là, qui font boulou-boulou. Mais ici, on habite plutôt la campagne. Et c'est encore pire, les femmes dans la campagne qu'au quartier latin. Bon, voilà. J'ai rien répondu, je ne sais plus. C'était quoi la question? Mais je crois qu'il a démontré donc, la question. L'oralité, oralité. Plus important que de lire Houellebecq ou tout ça. Oh, pardon. Je vais en profiter pour conclure et vous inviter à découvrir tous les hyper de Philippe Martin, qu'il soit Océan, et à Europe. propos d'oralité, je vois que le jeune Frédéric Feu allait lever le doigt, qui nous a donné il y a 3 semaines, un mois, à la nouvelle magnifique médiathèque de l'ODEV. En ce qui me concerne, depuis 45 ans, la plus belle conférence illustrée et muséographiée sur Al-Andalus. Mais ça, c'était complémentaire, c'était consensuel, universel,
avec l'islam, les juifs, les chrétiens, là au XIIe, XIIIe siècle, dans le sud de l'Espagne, mais aussi avec des pseudopodes un peu partout. C'est commencé à se dire, mais on est tous frères, normalement, on a tous le même cerveau, et on s'en fout ceux qui ont les oreilles décollées, ou un gros nez, ou un petit zizi. C'est pas ça qui fait la différence. C'est l'oralité, c'est... Tout le monde sait parler, alors qu'il y a encore en France des tas de gens qui ne savent pas écrire. Hein. Vous avez déjà lu les... Moi, je vois les Master 2, tout ça, leur mail et tout, mais c'est infernal, quoi. Je ne parle pas des coquilles dans Midi Libre, parce qu'il n'y a plus de relecteurs depuis longtemps, hein, alors qu'avant, il y avait des relecteurs. Mais bien que Benoît Garonne dise que l'orthographe, c'est la science des imbéciles, bon, c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas être trop pointu. Mais ne pas savoir parler français, moi, quand je parle français, je ne fais pas de faute d'orthographe. Il y en a qui ont compris, ça fait plaisir. Alors... donc voilà, donc oralité, terrain, parce que la science virtuelle dans les bureaux, dans la tour de la Défense, c'est pas de la science. Et pour rendre un dernier hommage à Michel Lopez, mais il n'est pas encore mort, hein, il faut vous dire que ça fait 17 ans que j'habite Saint-Privat. Je vois très peu d'étudiants sur le terrain depuis 45 ans. Et des X fois par an, je le vois avec tous ces étudiants en géologie arriver à Saint-Jean-de-la-Blaquière, là, chercher des fossiles et tout ça, leur expliquer la géomorphologie, enfin tous ces trucs chinois, et aussi amener des adultes, des chercheurs, des ingénieurs de toute l'Europe, parce que pour expliquer que le lot des voies Larzac, c'est pas le foot, c'est pas le pipeau, machin, la fausse culture, c'est le socle. Et ce socle qui nous génère la plus grosse biodiversité de France, hein, grâce à un confetti de département de l'Hérault, les richesses géologiques, paléontologiques, archéologiques, parce qu'il ne faut jamais séparer l'histoire de la géographie des sciences naturelles. Une bonne érudition, une bonne culture générale, simple, hein, dès le plus jeune âge, c'est de ne pas dire « moi j'étudie que la botanique, moi que les oiseaux, moi que l'archéologie, moi que machin », parce que si ce n'est pas des archéologues qui s'étaient occupés de moi, si l'évolution des paysages au cours des millénaires, de l'agronomie, des premiers oliviers qui arrivent du nord du Maroc il y a 8000 ans à Clermont-Lérault, bon, ils sont morts, mais je veux dire, maintenant c'est les descendants. Ça, c'est la génétique. Et si on se dit, la génétique, ça n'existe pas, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, enfin, Donald Trump et tous les autres, mais il y en a plein aussi en France, hein, bon, on va vers la catastrophe. Voilà, et ça commence par la connaissance, non pas des girafes et des pandas pour les petits-enfants, mais pour le lot des voies Larzac, comment marche l'Allergue et tout ça, ça aurait évité 11 millions de dégâts en 2015 s'il y avait eu une initiation à l'hydrobiologie, à l'hydrogéologie, à la science des fluides, de l'eau, hein, ce qu'elle provoque de bien, ce qu'elle provoque de mal, comment on peut arrêter le bien, le mal, ça. Et voilà, ça s'appelle la gestion du territoire. Mais le mépris global des sciences, des États, des régions, des départements, ou même si vous êtes prix Nobel en France de biologie, vous ne pouvez pas dire à un énarque, dont Francis Allais dit sur France Inter en boucle, un énarque, pendant toute sa scolarité, n'a jamais fait 1 heure de biologie ni d'écologie. La science du vivant, comment voulez-vous, qui commande 67 millions de Pékin comme nous. Voilà, quand on met au poste de responsabilité de sciences de la vie, de médecine, de biologie, d'agriculture, il n'y a jamais un ministre de l'Agriculture qui a été agriculteur, que je sache, alors que la quasi-totalité des ministres de la Santé ont été des médecins. Et à force de remplacer les spécialistes par des managers, on est en train de tous crever, là, voilà. Et la biodiversité avec. Mais c'est nous les premières victimes. Parce que la nature se fiche complètement d'une espèce sur 15 millions supposés qui peuplent notre jolie planète. Des questions ? Ah, Monsieur Feu. Un petit truc qui me choque petit à petit à mesure que je vois arriver tes bouquins, c'est que tu as une démarche qui est un peu l'inverse de ce qui se faisait d'habitude dans l'édition de scientifiques de beaux livres. Tu avais très souvent des gens qui sont des passionnés, donc des chercheurs, des érudits, des collectionneurs,
qui publie un livre au format normal, un peu plus gros que le poche, avec le max de ce qu'ils ont à dire, des fois quelques illustrations noir et blanc dans un livret central, et de temps en temps l'éditeur leur demande de faire un beau livre. Ils piquent quelques bonnes idées qu'ils avaient eues, ils sortent toutes les plus belles illustrations, et toi c'est vraiment différent, c'est tu fais direct le beau livre et tu mets tout ce que tu as à dire de plus important à l'intérieur du beau livre. Du coup, est-ce que tu vas jusqu'où là? Qu'est-ce qui va se passer? Après, tu fais l'Europe, tu fais le Salagou, tu fais sous la mer, tu fais sur les planètes. Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu as encore à dire après? Et vers quoi tu vas te diriger comme nouveau thème? Si tu avais lu la page 228 d'Hypernature Océan, tu aurais vu que les futures publications matorales, donc le contrat pour 2019 est rempli avec Hypernature Europe, puis Hypernature Tropique, parce que Hypernature Tropicale en 2013, préface de Francis Salé, ne présentait que l'Afrique et Madagascar. Donc depuis, je suis retourné en Amazonie, en Océanie, tout ça, pour vous faire, mais aux éditions Matorales, hein, parce que 100% du TTC, vous vous rappelez. Donc le Hypernature Tropique revisité sur toute la planète sortira en 2021. Pourquoi? Parce que 2020, je ne vais pas me tourner les pouces, ça fait 4 ans que de la Nestlé, puisque la plupart des noms scientifiques des plantes et des animaux ont changé en 25 ans, que je refasse des aquarelles, que j'augmente ce livre et que j'augmente la partie aménagement du territoire, réchauffement climatique, pesticides, tout ça, où là j'intervenais que sur l'usage du feu au cours des millénaires, qui était gratuit, et la meilleure façon à ce qu'il n'y ait pas d'incendie, c'est de mettre le feu aux herbes avant que ça fasse de la broussaille, et expliquer mieux ça aux enfants et au grand public. Donc, et ensuite, on verra pour les insectes du monde ou les champignons, mais tant qu'on est vivant, c'est qu'on n'est pas mort. Donc, il aura toujours quelque chose à dire, il ne faut pas s'inquiéter. Merci Philippe Martin pour vos réponses et pour avoir aussi décoré cette pièce en complément de l'exposition d'Ahmed Jelilat. Merci à Radio Lodev pour l'enregistrement de ces rencontres et tout particulièrement à Anne pour la technique et pour son enthousiasme. Merci Anne. Merci à Nathan pour les prises de vue et le montage de cette rencontre que vous pourrez découvrir comme toutes les autres sur le site de la librairie 1.1trait.fr. Je tiens aussi à préciser qu'on parlait de Frédéric Feu tout à l'heure et du CIST, qu'il fera une conférence qui s'intitulera « C'est exquis » et sous-titrée « Les pires bouffes au monde » le vendredi 29 novembre, ici même, à 18h15. Merci à tous.